Je me suis retrouvé bloqué, littéralement. Par une voiture, par deux personnes, par le mur de ma propre stupidité. Comment en étais-je arrivé là, sur mon propre chemin d'accès, à l'aube, confronté au sourire glacial de Julien et au regard vide de Sophie? C'était le point de rupture, l'instant où tout s'est effondré. Mais pour comprendre, il faut remonter un peu, là où mon monde a commencé à glisser sans que je ne m'en rende compte. Quelques heures plus tôt, pour être précis, il était 3h14 quand j'ai tourné la clé de la porte d'entrée de notre maison à Neuilly-sur-Seine. L'odeur tenace du parfum de Sophie, cette vanille un peu cheap, collait encore au col de mon costume sur mesure. Je me croyais invincible, l'architecte du siècle. Un homme capable de jongler avec une femme dévouée, une carrière exigeante et une maîtresse secrète, sans jamais laisser tomber la balle. J'avais tort. 10 minutes plus tard, dans notre chambre, je me tenais là, paralysé non par un cri ou un coup de feu, mais par une paire de boucles d'oreilles en diamant Cartier et une simple feuille de papier crème qui allait démanteler ma vie, mot après mot terrifiant. La pluie à Paris, vous savez, ne lave rien. Elle rend juste les choses plus glissantes, plus traîtresses. Je conduisais ma Mercedes Classe S argentée sur les routes sinueuses des quartiers résidentiels de l'Ouest parisien, les pneus chuchotant sur l'asphalte humide. L'horloge numérique sur le tableau de bord affichait 3h05. Une fatigue familière, dopée à l'adrénaline, me serrait. C'était l'épuisement spécifique que l'on ressent quand on mène une double vie. J'avais passé les 4 dernières heures dans un appartement en duplex, ce loft à Pigalle, avec Sophie. 24 ans, graphiste, elle riait trop fort et trouvait mes récits sur les lois d'urbanisme fascinants. Sophie, c'était le chaos et la couleur. Elle était l'antithèse de ma vie à la maison. Ma vie à la maison, c'était Marie. J'ai desserré ma cravate, vérifiant mon reflet dans le rétroviseur. J'ai frotté ma mâchoire, cherchant du rouge à lèvres, des paillettes, un quelconque signe, cherchant de la culpabilité. Je n'en ai trouvé aucune. Cela faisait 6 mois que je faisais ça, et la culpabilité s'était évaporée autour du 2e mois, remplacée par un sentiment d'impunité, de droit acquis. Je subvenais aux besoins de Marie, n'est-ce pas? Je payais l'hypothèque de notre vaste propriété au bord de l'eau. Je payais pour son hobby de restauration de voitures de collection. Je l'accompagnais au gala. J'étais un bon mari, me disais-je, qui avait juste besoin d'une soupape. J'ai tourné dans l'allée de gravier. La maison se dressait devant moi. Une merveille d'architecture moderne de verre et d'acier que j'avais moi-même conçue. Elle était sombre, à l'exception de l'éclairage paysager qui projetait de longues ombres dramatiques sur le bordage en cèdre. J'ai coupé le moteur. Le silence des banlieues était pesant. D'habitude, c'est le moment où l'anxiété me piquait, la peur que Marie soit éveillée, à m'attendre dans la cuisine avec un verre de vin et une question dans les yeux. Mais Marie était une dormeuse profonde. Elle prenait de la mélatonine à 22 heures, religieusement. À cette heure-ci, elle serait plongée dans le sommeil paradoxal, recroquevillée sur son côté gauche, les draps en coton égyptien coûteux tirés jusqu'au menton. Je suis sorti de la voiture, faisant attention à ne pas se claquer la portière. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, l'air humide rafraîchissant la chaleur sur ma peau. J'ai tapé le code. 1014, notre anniversaire, et la serrure a cédé dans un clic mécanique. Le hall d'entrée était froid. C'était la première chose que j'ai remarquée. Pas seulement la température ambiante, mais une immobilité distincte, presque sous pression. La maison sentait habituellement les lits frais et le doux ronronnement du chauffage au sol. Ce soir-là, elle ne sentait rien. Elle sentait le vide. J'ai retiré mes chaussures, les posant silencieusement sur le paillasson. J'ai monté l'escalier flottant, mes chaussettes glissant sur le noyer poli. J'ai atteint le palier et j'ai regardé vers la chambre principale. La porte était légèrement entr'ouverte. Je l'ai poussée, retenant mon souffle, prêt à me faufiler dans la salle de bain, à me débarrasser de l'odeur du spray corporel à la vanille de Sophie et à me glisser au lit à côté de ma femme.
Marie, ai-je murmuré, juste au cas où. Pas de réponse. Je me suis approché du lit. Il était fait. J'ai cligné des yeux. J'ai tendu la main et j'ai touché la couette. Elle était tendue, nette et complètement intacte. J'ai froncé les sourcils, vérifiant à nouveau ma montre. 3h18. Peut-être qu'elle s'était endormie dans la chambre d'amis. Peut-être qu'elle était malade. Je me suis tourné vers la salle de bain attenante. Marie? La salle de bain était sombre. J'ai actionné l'interrupteur. La lumière soudaine m'a piqué les yeux. Les comptoirs en marbre brillaient. La baignoire était sèche. La panique a commencé à s'enrouler dans mon estomac. Un serpent froid et glissant. Je suis retourné dans la chambre et j'ai allumé la lampe de chevet. C'est là que je l'ai vue. Sur le bois sombre de l'ancienne coiffeuse que Marie aimait tant, il y avait une petite boîte en velours. À côté, une seule feuille de papier pliée en deux. J'ai marché vers elle, mes jambes devenant soudainement lourdes. Comme si je pataugeais dans l'eau, j'ai reconnu la boîte en velours. C'était le cadeau que je lui avais offert pour notre 10e anniversaire, il y a à peine 3 semaines. Une paire de boucles d'oreilles en diamant taillées en poire, valant plus que toutes les dettes étudiantes de Sophie réunies. J'ai ouvert la boîte. Les diamants brillaient agressivement sous la lumière de la lampe. Ils ressemblaient à des accusations. J'ai regardé le papier. C'était le papier à lettres personnelles de Marie. Un papier épais avec son monogramme en relief en haut. Je l'ai pris. Mes mains, d'habitude si fermes quand je dessinais des plans, tremblaient. J'ai lu la première ligne. Pierre, je suis au courant pour l'appartement de Pigalle. J'ai gelé. Le monde ne s'est pas arrêté. Il s'est juste rétréci jusqu'à la pointe d'une aiguille. Le bourdonnement du réfrigérateur en bas, le vent dehors, le battement de mon propre cœur, tout a disparu. Je suis au courant pour Sophie, continuait la lettre. Je sais que tu étais avec elle le jour de mon anniversaire, quand tu as dit être à Bordeaux, et je sais que tu es avec elle ce soir. Je me suis assis sur le tabouret de la coiffeuse. Le bois a grincé. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la gorge. J'ai relu la lettre, mes yeux parcourant les boucles cursives élégantes de l'écriture de Marie. C'était une écriture terrifiée. Non, c'était en colère. Non, c'était précis. C'était l'écriture d'une femme qui avait rédigé ce texte des jours, peut-être des semaines à l'avance. Tu as toujours cru que j'étais passive, Pierre. Tu as confondu mon contentement avec l'ignorance. Mais tu as oublié qu'avant d'être ta femme, j'étais auditrice. Je remarque quand les chiffres ne s'additionnent pas. Je remarque quand le temps ne s'explique pas. Je me suis souvenu de Marie telle que je l'avais vue ce matin-là, sirotant son thé matcha, souriant distraitement, tandis que je mentais à propos d'une réunion tardive avec le comité d'urbanisme. Elle s'était penchée et avait redressé mon col. « Tu es beau aujourd'hui, Artie », m'avait-elle dit. « Fais-les tomber. » Elle savait alors. Elle savait, et elle m'avait laissé franchir la porte. J'ai regardé la lettre. Je ne suis pas parti parce que j'étais triste. Pierre, je suis parti parce que j'en avais fini. Te souviens-tu du contrat de mariage? Celui sur lequel tu as tant insisté? Celui que les avocats de ton père ont si soigneusement rédigé pour protéger les actifs de la famille Dupont? Mon souffle s'est coupé. Bien sûr que je m'en souvenais. J'avais été impitoyable à ce sujet. Protecteur, avais-je dit. Clause 14, section B. Lisez la lettre. Clause d'infidélité. Si prouvée par des preuves substantielles, la séparation des biens prénuptials est annulée, et la partie fautive renonce à sa part du foyer conjugal et à la garde principale des actifs liquides communs. J'ai ri. C'était un son sec et étouffé. Preuve substantielle, ai-je marmonné dans la pièce vide. Bonne chance. J'ai lu le paragraphe suivant. J'ai engagé un détective privé il y a 6 mois, Pierre. Il s'appelle Monsieur Laurent. Il a des photos. Il a des reçus de cartes de crédit. Il a le contrat de location que tu as signé pour cet appartement au nom de ta société, ce qui, soit dit en passant, est techniquement un détournement de fonds, puisque tu as utilisé les fonds opérationnels de l'entreprise pour une affaire personnelle illicite.
Le conseil d'administration n'aimera pas ça. Le sang a quitté mon visage si vite que j'ai eu le vertige. J'ai agrippé le bord de la coiffeuse. La firme Dupont d'un associé. J'avais facturé le loyer de l'appartement en frais de conseil. Je pensais que personne ne vérifiait ces registres à part moi et mon directeur financier, Marc. Marc est au courant, au fait, continuait la lettre, comme si elle lisait dans mes pensées. Il a été assez déçu, mais il s'est montré très utile une fois que je lui ai montré des preuves de la façon dont tu as exposé la firme à des responsabilités. Je me suis levé, renversant le tabouret. Non, ai-je sifflé. Marc ne ferait pas ça. Marc était mon meilleur ami. Nous avions bâti la ferme ensemble. J'ai cherché mon téléphone dans ma poche. J'ai composé le numéro de Marc. Ça a sonné directement sur sa messagerie vocale. J'ai recomposé. Messagerie vocale. J'ai regardé à nouveau la lettre. Il y avait un dernier paragraphe. Je suis parti vivre dans un endroit que tu ne trouveras pas. Ne cherche pas. Les serrures de la maison seront changées d'ici 8 heures demain matin par la société de sécurité. J'ai déjà autorisé cela en tant que propriétaire principal du titre de propriété. Vérifie les documents de fiducie. Tu as peut-être manqué l'amendement que nous avons signé l'année dernière à des fins fiscales. Mon avocat, Julien Vidal, te contactera. Julien Vidal, ce nom m'a frappé plus fort que les menaces financières. Julien était le requin des divorces à Paris. Il était connu pour laisser les maris vivre dans des studios, à manger des nouilles instantanées. Mais pire que ça, Julien était l'ex-petit ami de Marie à l'université, celui dont j'avais toujours été jaloux. PS, oui, terminait la note. J'ai laissé les boucles d'oreilles. Je ne porte pas de bijoux achetés avec de la culpabilité. Ça me donne des éruptions cutanées. J'ai fixé les diamants. Ils scintillaient innocemment. J'ai balayé la boîte de la table. Elle a heurté le mur avec un bruit sourd, éparpillant les boucles d'oreilles sur le tapis moelleux. J'ai couru vers le placard. J'ai ouvert les portes. Vide, non seulement vide de vêtements. Les cintres avaient disparu. Les étagères à chaussures étaient nues. Ce n'était pas un emballage frénétique. C'était une extraction chirurgicale. Elle n'avait pas seulement pris ses vêtements, elle avait ôté la vie de la pièce. Les flacons de parfum avaient disparu de la commode. Les photos de nous à Saint-Barth étaient une partie des murs, laissant derrière elles des fantômes rectangulaires pâles sur la peinture. J'ai dévalé les escaliers jusqu'au bureau. Je devais vérifier le coffre-fort. J'ai tourné le cadran. Gauche, droite, gauche. La lourde porte s'est ouverte. La réserve d'argent, 50 000 € que je gardais pour les urgences, avait disparu. Les passeports avaient disparu. L'acte de propriété de la Maison du Lac avait disparu. À leur place se trouvait une seule photo Polaroid. Je l'ai ramassée. C'était une photo granuleuse, avec un zoom puissant, prise à travers une fenêtre. Elle montrait Pierre dans l'appartement de Pigalle, torse nu, tenant un verre de vin, riant avec Sophie. J'ai laissé tomber la photo. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. J'ai couru vers la salle de bain d'amis et j'ai vomi à sec au-dessus des toilettes. Je n'étais pas juste pris. J'étais échec et mat. Le soleil a commencé à se lever sur la scène, projetant une lumière grise cruelle et magnifique dans le salon. Je n'avais pas dormi. J'étais assis sur le sol du salon, entouré de silence. J'avais passé les 3 dernières heures à vérifier frénétiquement mes comptes en ligne. Compte courant comme un zéro. Compte d'épargne 1200 €. Elle m'avait laissé exactement le montant du paiement de l'hypothèque dû le lendemain. Un dernier geste ironique. Portefeuille d'investissement gelé. Action en attente d'examen juridique. J'ai essayé de me connecter à mon email professionnel. Accès refusé. Contacter l'administrateur. Je me sentais comme un homme qui se serait réveillé pour découvrir que ses membres avaient été amputés pendant son sommeil. À 7 heures du matin, mon téléphone a vibré. Ce n'était pas Marie. C'était Sophie. « Salut mon beau, nuit sympa. Tu as oublié ta montre ici par contre. La Rolex. On se voit pour déjeuner? » J'ai fixé le texte. Sophie, le catalyseur. Soudain, la pensée d'elle, de son rire, de son parfum vanille, de son appartement chaotique,
m'a rendu physiquement malade. Elle était l'encre qui m'avait traîné au fond de l'océan. Et elle ne savait même pas encore que nous étions en train de nous noyer. Tais-toi, ai-je murmuré au téléphone. Je devais réfléchir. J'étais Pierre Dupont. J'étais un arrangeur. Je bâtissais des gratte-ciels. Je ne me laissais pas abattre par une femme au foyer et un avocat. Je me suis levé, mes articulations craquant. Je devais la retrouver. Si je pouvais lui parler, je pouvais arranger ça. Marie m'aimait. Elle était blessée. C'était tout. C'était un caprice. Un caprice très coûteux, juridiquement complexe. Si je pouvais juste me présenter devant elle, utiliser mon charme, lui rappeler les 10 ans que nous avions, je pouvais arranger ça. Mais où était-elle? Un endroit que tu ne trouveras pas, avait-elle écrit. J'ai couru au garage. J'ai regardé l'endroit où sa Jaguar Type A Vintage était habituellement garée. C'était vide. Mais attendez, la Jaguar avait un tracker. Je l'avais installé il y a 3 ans, lorsque la voiture avait été volée et retrouvée. Je n'avais jamais parlé à Marie de cela parce que je ne voulais pas qu'elle s'inquiète du vol. J'ai ouvert l'application de suivi sur mon téléphone. Mes doigts se sont emmêlés avec le mot de passe. Localisation du véhicule. La roue tournante se moquait de moi. Véhicule trouvé. Mon cœur a bondi. La carte a zoomé. Ce n'était pas à Paris. Ce n'était pas à Marseille. Le point rouge pulsait régulièrement à Genève, en Suisse, à l'hôtel des Bergues. Elle avait franchi la frontière. J'ai attrapé mes clés. Je ne me souciais plus de la ferme. Pas maintenant. Je ne me souciais plus de Marc ou de l'email verrouillé. Je devais aller à Genève. J'ai couru vers ma Mercedes. J'ai enfoncé la clé dans le contact. Le moteur a rugi. J'ai reculé hors du garage, les pneus crissants. J'allais la reconquérir, ou du moins, j'allais l'empêcher de me détruire. En arrivant au bout de l'allée, un SUV noir a bloqué la sortie. J'ai pilé. « Dégagez !» ai-je crié, klaxonnant. La portière du conducteur du SUV s'est ouverte. Un homme est sorti. Il était grand, portant un costume anthracite qui coûtait plus cher que ma voiture. Il avait des cheveux argentés et un visage taillé dans le granit. C'était Julien Vidal. Et il n'était pas seul. Du côté passager, une femme est sortie. Elle portait un trench coat et des lunettes de soleil malgré le ciel couvert. Ce n'était pas Marie. C'était Sophie. Mon cerveau a court-circuité. « Quoi ?» ai-je soufflé. Sophie a contourné l'avant du SUV. Elle ne souriait pas. Elle avait l'air professionnelle, froide. Julien s'est approché de la fenêtre de ma voiture et a tapé sur la vitre. J'ai baissé la vitre, mon esprit dans l'ébullition. Dégagez de mon chemin, Julien. Et pourquoi elle est avec vous? Julien a souri. Ce n'était pas un joli sourire. C'était le sourire d'un prédateur regardant une gazelle blessée. « Bonjour, Pierre », a dit Julien, sa voix douce comme du velours. « Vous avez rencontré ma nièce, Sophie, n'est-ce pas? » J'ai regardé de Julien à Sophie. « Nièce ?» Sophie a retiré ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient durs. « C'était un travail, Pierre », a-t-elle dit, sa voix dépourvue de la cadence pétillante qu'elle utilisait dans la chambre. « Tante Marie paie très bien. » J'ai senti le monde basculer sur son axe. L'aventure, la rencontre fortuite au café il y a 6 mois, la façon dont Sophie m'avait poursuivi. Tu m'as tendu un piège, ai-je murmuré. Nous vous avons donné une corde, a corrigé Julien. C'est vous qui avez fait le nœud et sauté. Julien s'est penché, posant ses mains sur l'encadrement de la portière de la Mercedes. Maintenant, éteignez la voiture, Pierre. Nous avons beaucoup de paperasse à examiner et vous ne possédez plus cette voiture. Elle est louée au nom de la société, vous vous souvenez? Et depuis 6 heures ce matin, le conseil d'administration a voté la résiliation de votre contrat pour faute grave et détournement de fonds. Julien a brandi un trousseau de clés. Je suis ici pour récupérer le véhicule de la société. Je suis resté assis là, le moteur au ralenti, le chauffage à fond, tandis que la réalité glaciale s'installait enfin. Je n'étais pas seulement échec et mat. J'avais joué à un jeu dont je ne connaissais même pas l'existence. Mon Dieu, je me dois d'intervenir ici.
Juste un instant. C'est un peu fou quand on y pense, cette situation. J'étais Pierre Dupont, l'architecte, celui qui façonnait la silhouette de Paris. Je me voyais comme un stratège, un homme qui comprenait les rouages du pouvoir et de la finance. Et là, je me rendais compte que j'avais été manœuvré, non pas par un concurrent, pas par un rival professionnel, mais par ma propre femme et sa famille. Une femme au foyer, comme je l'avais si dédaigneusement cataloguée. C'est l'humiliation suprême. C'est le genre de chose qui te fait questionner toute ton existence, toutes tes certitudes. C'est risible, non? Quand on te dit que tu es irrelevant, ça fait mal. Mais venant d'elle, de cette Marie que je pensais tenir sous le joug de mes largesses, c'est un coup de massue. On se croit le maître du jeu et puis on découvre qu'on est juste un pion et pas même un pion important. Je n'avais jamais imaginé une telle traîtrise, une telle froideur calculée. Je veux dire, qui fait ça? Qui planifie une telle destruction sur 6 mois? Ça dépasse l'entendement. Mais bon, revenons à cette histoire abracadabrante. Pour comprendre l'ampleur de la chute de Pierre, il faut saisir le silence de Marie Dupont. Pendant 6 mois, Pierre avait cru que sa femme n'était qu'un élément décoratif dans sa vie, un mannequin magnifiquement habillé qui gérait le personnel de maison et assistait à des déjeuners de charité. Il ignorait que le mannequin l'observait avec les yeux d'une auditrice judiciaire. Tout avait commencé un mardi de novembre, un simple relevé de carte de crédit. Pierre était généralement prudent, mais l'arrogance engendre la négligence. Il avait utilisé la Mex commune pour un dîner au Taillevent, un repas à 600 €. Marie avait regardé le relevé. Elle se souvenait que cette nuit-là, Pierre lui avait dit qu'il mangeait à emporter au bureau, terminant les plans du campus technologique à la Défense. La plupart des femmes auraient crié. La plupart des femmes l'auraient attendu à la maison et lui auraient jeté le relevé au visage. Marie n'a fait ni l'un ni l'autre. Elle est allée dans son bureau privé, a ouvert un cahier neuf et a noté la date et la divergence. Elle n'a pas pleuré. Elle a ressenti une clarté froide et nette, comme de l'eau glacée dans ses veines. 2 jours plus tard, elle a appelé Julien Vidal. Ils se sont rencontrés dans un petit restaurant discret à Senlis, à 40 minutes de leur cercle social. Julien n'avait pas beaucoup changé depuis l'université. Toujours aussi vif, toujours aussi cynique, mais avec des costumes coûteux et une réputation qui terrifiait les hommes faits. « J'ai besoin d'un divorce, Julien », avait-elle dit, coupant son steak avec précision. « Mais pas un divorce normal. Je veux une démolition. » Julien l'avait écoutée pendant qu'elle exposait les faits, les nuits tardives, l'odeur de vanille, la distance émotionnelle. « Si nous déposons la demande maintenant, » avait prévenu Julien, « il aura le dessus. Les actifs sont mélangés. La firme est protégée par la fiducie. Il vous donnera une compensation, c'est sûr, mais il gardera la vie qu'il s'est construite. Est-ce que ce que vous voulez? » « Non, » avait dit Marie doucement. « J'ai construit cette vie, Julien. Il a juste mis son nom sur la porte. Je veux qu'il ressente ce que c'est que d'être un invité dans sa propre existence. » C'est là que Julien avait proposé le piège à miel. « J'ai une nièce, » avait dit Julien. « Sophie, elle est une actrice qui peine à Marseille. Elle est intelligente, elle est fauchée et elle déteste les narcissiques. Nous pouvons la placer, non pas pour le séduire. Nous ne l'allons pas le piéger légalement, mais pour qu'elle soit disponible. Si Pierre cherche, elle sera là. S'il mord, nous documentons tout. Chaque SMS, chaque reçu, chaque mensonge. » Marie avait hésité une seconde seulement. « Fais-le. » Pendant les 6 mois suivants, Marie Dupont avait livré la performance de sa vie. Quand Pierre rentrait à la maison sentant Sophie, Marie embrassait sa joue et lui demandait comment s'était passée sa journée. Quand il lui avait acheté les boucles d'oreilles en diamant pour apaiser sa culpabilité, elle les avait portées à l'opéra et lui avait tenu la main. Tout en calculant la valeur de revente dans sa tête, elle l'avait vu se transformer. Il était devenu suffisant. Il avait commencé à déplacer de l'argent de manière négligente des comptes de la ferme pour couvrir le loyer de l'appartement de Sophie. Marie avait tout vu. Elle avait accès à ses mots de passe. Il utilisait la même variation de sa date d'anniversaire pour tout.
Elle avait téléchargé les registres. Elle avait transféré les emails à Julien. Elle s'était assise avec Mark, le partenaire commercial de Pierre, autour d'un café. « Je m'inquiète pour lui, Mark », avait-elle dit, feignant l'inquiétude. « Il semble erratique, dépensant l'argent de l'entreprise pour des luxes personnels. » Mark, un homme qui aimait les résultats plus que l'amitié, avait regardé les feuilles de calcul que Marie avait glissées sur la table. Son visage était devenu pâle. Il facture le loyer de sa maîtresse comme frais de conseil. « J'en ai bien peur », avait soupiré Marie. « Je ne veux pas le ruiner, Mark. Mais vous avez un devoir fiduciaire envers le conseil d'administration. Si l'URSSAF découvre ça… » Elle avait laissé la phrase en suspens. Elle avait regardé Mark se retourner contre Pierre en temps réel. C'était magistral. Elle ne divorçait pas seulement d'un mari, elle isolait une cible. La nuit où elle était partie, elle n'avait pas ressenti de tristesse. Elle avait traversé la maison, touchant les meubles qu'elle avait choisis, l'art qu'elle avait sélectionné. Elle s'était sentie comme un fantôme hantant sa propre vie. Elle avait posé la lettre sur la coiffeuse. Elle avait fixé les diamants dans la boîte. Elle était sortie sous la pluie, était montée dans la voiture de location que Julien avait arrangée, ayant déplacé la Jaguar quelques jours plus tôt, et n'avait pas regardé en arrière. La femme qui était partie en voiture n'était plus la femme de Pierre. Elle était son bourreau. Sur le chemin d'accès, la pluie avait cessé, mais le froid humide s'était installé dans mes os. Je me tenais près de ma Mercedes argentée, qui n'était plus la mienne. Julien Vidal tenait les clés, les faisant pendre comme un pendule. « Un Uber X est généralement rapide dans ce quartier », a dit Julien, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. « Je vous proposerais bien un trajet, mais Sophie a une audition. » Sophie, la femme à qui j'avais murmuré des secrets, la femme à qui j'avais confié mes insécurités, ne m'a même pas regardé. Elle vérifiait son maquillage dans le rétroviseur latéral du SUV de Julien. « Salut, Artie », a-t-elle dit platement. « Merci pour la Rolex, ça a remboursé ma carte de crédit. » Ils sont partis. J'ai regardé les feux arrière du SUV disparaître, me laissant là dans mon costume sur mesure, frissonnant, avec un téléphone mort et un portefeuille rempli de cartes de crédit refusées. J'ai dû marcher. J'ai marché 2 kilomètres jusqu'à la station-service la plus proche. L'humiliation brûlait plus fort que l'effort physique. Des voitures me passaient, peut-être des voisins, éclaboussant de l'eau sale sur mon pantalon. J'ai finalement réussi à convaincre le préposé de la station-service de me laisser utiliser le téléphone fixe pour appeler un taxi. J'avais 40 € en espèces dans ma poche. J'ai indiqué au taxi les bureaux de Dupont d'un associé dans le centre de Paris. Je devais parler à Mark. Je devais expliquer que c'était un malentendu, une vendetta personnelle qui avait débordé sur les affaires. Je pouvais arranger ça. J'étais le génie créatif. Mark n'était que l'homme de l'argent. Mark avait besoin de moi. Le taxi m'a déposé devant le gratte-ciel de verre. J'ai marché vers les portes tournantes, la mâchoire serrée. J'ai glissé mon badge de sécurité au tourniquet. Bip, bip. Accès refusé. J'ai glissé à nouveau. Lumière rouge. Monsieur Dupont. Je me suis retourné. C'était Michel, le chef de la sécurité du bâtiment. Michel travaillait ici depuis 10 ans. Je lui donnais une prime de Noël chaque année. Michel, ce truc est cassé, ai-je dit, essayant de forcer un rire. Laissez-moi entrer. Michel a baissé les yeux sur ses chaussures, puis les a relevés vers moi. Il avait l'air peiné. « Je ne peux pas faire ça, monsieur. J'ai une note. Vous avez été interdit d'accès au lieu. » Interdit? Ma voix a monté d'une octave. Je possède ce putain de bâtiment, Michel. J'ai conçu le hall dans lequel nous nous tenons. « Monsieur, s'il vous plaît, » a dit Michel, s'avançant, sa main planant près de sa ceinture. « Ne faites pas de scène. Marc a laissé une boîte pour vous. » Michel a fait signe à l'accueil. La réceptionniste, une nouvelle fille que je connaissais à peine, m'a tendu une boîte en carton de banquier. Je l'ai fixée. Elle était légère. J'ai pris la boîte et je suis sorti, m'asseyant sur le parterre en béton au bord de la place.
J'ai ouvert le couvercle. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée de moi et Marie, le verre brisé, mon certificat de licence d'architecture, une agrafeuse et une lettre. J'ai déchiré la lettre. Elle provenait du conseil d'administration. Cher Monsieur Dupont, conformément à l'article 5 de l'accord de partenariat, turpitude morale et détournement de fonds, vos actions ont été placées dans une fiducie aveugle en attendant un audit légal. Votre accès aux comptes de l'entreprise, aux locaux et à la propriété intellectuelle est suspendu immédiatement. Nous avons informé le conseil d'agrément de l'état de l'enquête en cours concernant l'utilisation abusive des fonds des clients. J'ai laissé tomber la lettre. Ce n'était pas seulement l'affaire. Ils s'en prenaient à ma licence. Ils allaient s'assurer que je ne construise plus même un abri de jardin dans cette région. Marc, ai-je grogné. J'ai sorti mon téléphone qui avait 4% de batterie restante. J'ai composé la ligne privée de Marc. Cette fois, Marc a répondu. « Tu as du culot d'appeler », a dit Marc. Sa voix était froide, dénuée de la camaraderie que nous avions partagée autour d'un scotch pendant 15 ans. « Tu m'as poignardé dans le dos », ai-je crié, ignorant le piéton qui me fixait. « Tu l'as écoutée, elle est folle, Marc. Elle est vindicative. » Elle m'a montré les registres, Pierre, et claqué Marc. Tu as dépensé 40 000 € de l'argent de la firme pour une location à Pigalle. Tu as facturé des dîners de clients qui n'étaient que toi et cette fille. Tu as mis la firme en danger. Je ne t'ai pas poignardé dans le dos. Tu t'es suicidé et tu as éclaboussé mon costume de ton sang. Je peux expliquer. Garde ça pour le déposition, a dit Marc. Oh, et Pierre, Marie est passée hier pour récupérer ses affaires personnelles de ton bureau. Elle a aussi pris les prix. Elle a dit que c'est elle qui t'avait poussé à participer au concours. Alors ils lui appartiennent. Au revoir. La ligne a coupé. Je suis resté assis sur le béton, l'agitation de la ville autour de moi. J'étais un homme qui se définissait par ce qu'il construisait. Maintenant, j'étais assis dans les décombres de ma propre vie. Mais alors, une étincelle de colère s'est allumée dans ma poitrine. Une défiance sombre et tordue. Il pensait de m'avoir. Il pensait que j'allais simplement me laisser faire. J'ai regardé à nouveau l'application de suivi sur mon téléphone. La batterie était à 2%. Genève, Suisse, Hôtel des Bergues. Elle était là. Elle jubilait. Je me suis levé. Je n'avais pas de voiture. Je n'avais pas accès à mes comptes bancaires, mais j'avais les 5 000 € en espèces d'urgence cachés dans un livre évidé, dans la vieille maison de ma mère, une maison que je n'avais pas encore vendue, vide à Rambouillet. J'obtiendrais l'argent, je louerais une voiture, je conduirais jusqu'à Genève. Je n'allais pas la laisser gagner sans la regarder dans les yeux. Le trajet jusqu'à Genève a pris 4 heures. J'ai conduit une Ford Focus de location qui sentait le tabac froid. C'était une humiliation, une déchéance par rapport à ma classe S, mais ma rage m'a alimenté. J'ai traversé la frontière en jetant un regard furieux à l'agent des douanes, mes phalanges blanches sur le volant. Je suis arrivé à l'Hôtel des Bergues à 20 heures. L'hôtel était le luxe incarné, moderne, élégant, coûteux. C'était exactement le genre d'endroit que Marie choisirait. J'ai marché jusqu'à la réception. J'avais l'air échevelé, mon costume froissé, mes yeux injectés de sang, une barbe de 3 jours assombrissant ma mâchoire. Je suis ici pour voir ma femme, ai-je dit au concierge. Marie Dupont. Le concierge a tapé sur l'ordinateur. Je suis désolé, monsieur. Nous ne divulguons pas les informations sur les clients. J'ai frappé la main sur le comptoir en marbre. Je sais qu'elle est ici. Sa voiture reste dans votre parking voiturier. Je viens de la voir. Le concierge n'a pas bronché. « Sécurité !» a-t-il dit dans son oreillette. « Attendez !» ai-je dit, baissant la voix. J'ai sorti une liasse de billets, 500 €. Je l'ai glissé sur le comptoir. « Dites-moi juste le numéro de la chambre. S'il vous plaît, c'est une urgence. Elle a mes médicaments. » Le concierge a regardé l'argent, puis moi. Il a soupiré. « Chambre de nuit 154. Mais si vous causez des troubles, la police sera appelée. » Je n'ai pas attendu.
J'ai sprinté vers les ascenseurs. J'étais au 1e étage. Le couloir était silencieux. J'ai compté les numéros. 2100, 202, 204. Je me suis arrêté devant la porte. J'entendais le faible son de la télévision à l'intérieur. Elle était là. Je n'ai pas frappé. J'ai sorti la carte clé de rechange que j'avais subtilisée du chariot d'entretien dans le couloir pendant que la femme de chambre était distraite. Un vieux truc de mes jours d'université. J'ai glissé la carte. Le voyant est devenu vert. J'ai fait éruption dans la pièce. Marie, tu crois que tu peux juste... Je me suis arrêté. La pièce était une suite surplombant le lac Léman. Elle était magnifique et elle était vide. Le lit était fait. Le porte-bagages était vide. Mais sur le bureau face à la porte, il y avait un ordinateur portable. Il était ouvert. L'écran brillait. Et à côté de l'ordinateur portable se trouvait la clé de la Jaguar. J'ai marché lentement vers le bureau. Sur l'écran, il y avait une fenêtre de réunion Zoom. Elle était active. « Bonjour, Pierre », a dit d'une voix depuis les haut-parleurs. J'ai gelé. J'ai regardé l'écran. Marie était là. Elle portait une robe en soie, tenant un verre de vin blanc. Elle avait l'air calme, radieuse même. Mais l'arrière-plan n'était pas la chambre d'hôtel. Derrière elle, à travers une fenêtre, je pouvais voir des palmiers. J'entendais l'océan. « Où es-tu » ai-je murmuré. « Je suis à l'endroit où tu m'as promis de m'emmener pour notre 5e anniversaire. » a dit Marie, prenant une gorgée de vin. « Mais tu étais trop occupé avec ce projet à Lyon. Tu te souviens des Maldives? C'est magnifique à cette époque de l'année. » Les Maldives? J'ai regardé la pièce autour de moi. Mais la voiture, le tracker, j'ai engagé un chauffeur pour emmener la Jaguar à Genève, a expliqué Marie, comme si elle expliquait un problème de mathématiques simple à un enfant. Je savais que tu suivais la voiture, Pierre. Je savais que tu accourais après la seule chose que tu croyais posséder encore. Pourquoi? Je me suis effondré sur la chaise de bureau. Pourquoi faire ça? Pourquoi tous ces jeux? Parce que je voulais que tu sois exactement là où tu es en ce moment, a dit Marie, sa voix durcie. Je voulais que tu conduises 4 heures dans une voiture de location bon marché, traverses une frontière et t'introduises dans une chambre d'hôtel juste pour réaliser que tu es complètement insignifiant. Insignifiant? J'ai ri amèrement. Je suis ton mari, je t'ai faite. Tu ne m'as pas faite, Pierre. Tu m'as consommé. Tu as pris mon temps, ma jeunesse et mon soutien, et tu l'as nourri à ton ego. Et quand tu t'es ennuyé, tu as essayé de me remplacer par un enfant. Elle s'est penchée plus près de la caméra. J'ai vidé les comptes communs, Pierre, mais je n'ai rien volé. J'ai utilisé la procuration que tu as signée il y a 3 ans quand tu t'es fait opérer du dos. Tu ne l'as jamais révoqué. J'ai liquidé nos actifs et les ai transférés dans une fiducie offshore aux îles Caïmans. C'est intouchable. Tu le récupéreras peut-être dans quelques années, après que les avocats aient pris leur part. Mais pour l'instant, tu n'as rien. Tu ne peux pas me laisser sans rien, ai-je plaidé, le combat s'échappant de moi. J'ai l'hypothèque, j'ai les dettes. En fait, Marie a souri, j'ai remboursé l'hypothèque de la maison. Elle est libre de dettes. J'ai cligné des yeux. L'espoir a flambé. Tu l'as fait? Oui. Et puis j'ai transféré le titre de propriété à une société holding appartenant à Julien Vidal. C'est ses honoraires pour le divorce. Vous êtes en infraction, Pierre. Vous avez 24 heures pour quitter la propriété avant que Julien ne vous expulse. J'ai fixé l'écran, bouche bée. Elle avait donné ma maison, mon chef-d'œuvre, à l'homme que je haïssais le plus au monde. Au revoir, Pierre, a dit Marie. Profitez de la vue sur Genève. J'entends qu'il pleut. L'écran est devenu noir. Je me suis assis dans la chambre d'hôtel vide. J'ai regardé la clé de la Jaguar sur le bureau. J'étais dans un pays étranger, sans emploi, sans maison, sans femme, et la réalisation que pendant les 6 derniers mois, je n'avais pas été le joueur. J'avais été le jouet. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé l'eau sombre du lac. J'ai vu mon reflet dans la vitre. J'avais l'air petit, mais l'histoire n'était pas terminée. Pierre Dupont était un narcissique, et les narcissiques ne meurent pas en silence.
Ils réduisent tout en cendres en partant. J'ai ramassé la clé de la Jaguar. Je n'allais pas rentrer chez moi. J'allais trouver Julien Vidal. Le trajet vers le sud depuis Genève n'était pas un voyage. C'était une hémorragie. J'ai dévalé le corridor de l'A6 à 140 km/h. La Jaguar Type E volée hurlait sous moi. La voiture, un chef-d'œuvre vintage de l'ingénierie britannique que Marie avait restauré avec son propre argent, vibrait violemment à cette vitesse, le volant tremblant dans ma main comme une chose vivante, essayant de me désarçonner. Je m'en fichais. Je ne conduisais pas avec habileté. Je conduisais avec un sentiment de droit absolu. La pluie était revenue, transformant l'autoroute en un ruban d'obsidienne glissant. Chaque coup d'essuie-glace contre la vitre sonnait comme le marteau d'un juge. Thwack, thwack, thwack. À l'intérieur de l'habitacle, l'air était épais de l'odeur du vieux cuir et de ma propre panique aigre. Je me parlais à moi-même, un monologue maniaque et décousu qui remplissait de silence. Elle ne peut pas juste le prendre, ai-je marmonné, les yeux grands ouverts et sans cligner, fixés sur l'obscurité devant. C'est une fiducie. C'est une fiducie irrévocable. Je peux la révoquer. Je peux la révoquer, elle. J'ai rejoué l'appel Zoom dans mon esprit encore et encore. Les palmiers, le vin blanc, le calme de sa voix, insignifiant. C'était le mot qui avait brisé ma psyché. Je pouvais supporter d'être détesté. Je pouvais supporter d'être crié dessus. J'étais un homme puissant. Les hommes puissants avaient des ennemis, mais je ne pouvais pas supporter d'être insignifiant. Je ne pouvais pas supporter d'être une note de boss de page dans ma propre biographie. Au moment où j'ai traversé le pont de l'Alma et vu les lumières de Paris briller contre des nuages bas, mon plan, si l'on pouvait appeler cela un plan, s'était solidifié en une impulsion destructive singulière. Je n'allais pas à l'hôtel. Je n'allais pas supplier. J'allais à la maison de Neuilly. Je savais que les serrures étaient changées. Je savais que Julien Vidal, ce vautour en costume 3 pièces, prétendait posséder l'acte de propriété. Mais Pierre Dupont était l'architecte. J'avais dessiné les lignes de cette maison sur une serviette il y a 10 ans. J'avais coulé les fondations. Je connaissais le souffle et les eaux de la maison. Un bout de papier n'en faisait pas celle de Julien. C'était de la mienne. J'ai pris la sortie pour Neuilly, les pneus crissants alors que je prenais le virage trop fort. J'ai dépassé les haies imposantes et les portails des milliardaires de la tech, tournant finalement dans ma propre allée sinueuse. La maison se dressait hors de la brume, sombre et silencieuse. C'était une forteresse moderne de verre, d'acier et de cèdre perchée au bord de la Seine. D'habitude, l'éclairage paysager serait allumé, mettant en valeur les érables japonais que j'avais importés. Ce soir, il faisait nuit noire. On aurait dit d'un tombeau. J'ai claqué la Jaguar en position de stationnement juste sur la pelouse. Les pneus déchiraient de longues entailles boueuses dans l'herbe zoétia immaculée que Marie prisait tant. J'ai coupé le moteur. Le silence qui a envahi était assourdissant. Je suis sorti sous la pluie. Le vent froid m'a giflé le visage, mais je ne l'ai pas senti. J'ai fixé la porte d'entrée, massive pivotante en acajou. J'ai tapoté mes poches. Pas de clé, juste la télécommande de la Jaguar et un paquet de chewing-gum froissé. « Ouvrez !» ai-je crié à la façade sombre, ma voix cassée, rauque et pathétique contre le vent. « Julien, je sais que vous êtes là-dedans. » Pas de réponse. La maison me regardait, indifférente. J'ai contourné le côté, glissant sur l'herbe mouillée. Je suis allé au solarium. J'ai pressé mon visage contre la vitre. Il faisait nuit noire à l'intérieur. J'ai essayé de faire coulisser la porte, elle était verrouillée. Je me suis souvenu du loquet lâche. Je l'avais remarqué il y a 3 ans. Un léger défaut de fabrication du mécanisme coulissant allemand. J'avais voulu le réparer, mais il y avait toujours une réunion, toujours un gala, toujours une Sophie. J'ai agrippé la poignée, soulevé la lourde vitre vers le haut de toutes mes forces et poussé. Ça n'a pas bougé. Marie l'avait réparé. Bien sûr qu'elle l'avait fait.
Elle avait réparé le loquet tout comme elle avait réparé les finances, discrètement, efficacement, sans me le dire. La rage chaude et aveuglante a inondé ma vision. J'ai baissé les yeux et j'ai vu un rocher de rivière décoratif, une pierre grise lisse et lourde utilisée dans l'aménagement paysager. Je l'ai ramassée. Elle était lourde, froide et primitive. Je suis retourné devant la maison. Je n'ai pas hésité. J'ai balancé le rocher avec un rugissement guttural, l'écrasant contre le panneau de verre trempé étroit à côté de la porte d'entrée. Crash! Le son était explosif, brisant le silence de banlieue. Des éclats de verre ont plu sur l'entrée en ardoise, scintillant comme les diamants que j'avais achetés pour faire taire ma culpabilité. J'ai passé la main à travers le trou déchiqueté, ma manche s'accrochant à un éclat, déchirant le tissu de mon costume et me coupant l'avant-bras. Je n'ai pas senti la douleur. J'ai tâtonné pour le bouton tournant du verrou intérieur. Je l'ai tourné. Clic. J'ai poussé la porte et je suis tombé dans le hall. « Julien !» ai-je hurlé. « Foutez-vous dehors !» J'ai frappé le panneau mural activant la scène all-on du système d'éclairage Lutron. La maison a été inondée de lumière. J'ai cligné des yeux, protégeant ma vue. Tandis que ma vision s'ajustait, le souffle a quitté mes poumons. La maison était vide. Le hall, habituellement dominé par une immense sculpture abstraite et un tapis persan, était nu. Les murs, autrefois ornés d'œuvres d'art locales sélectionnées, étaient nus, n'affichant que les faibles carrés plus sombres où les cadres avaient été accrochés pendant une décennie. Le salon au-delà était un cimetière de draps blancs. Les quelques meubles restants, le canapé, le grand piano, étaient drapés de housses de protection, ressemblant à des fantômes informes. Ça sentait bizarre. L'odeur de lys et de cire d'abeille qui avait défini ma maison pendant 10 ans avait disparu, remplacée par l'odeur d'ammoniac, de carton et de quelque chose de plus piquant. « De scotch, vous êtes en infraction, Pierre. » La voix venait d'en haut, calme, résonnante. Je me suis retourné, mes chaussures mouillées grinçant sur le parquet. Debout sur le palier de la mezzanine, appuyé nonchalamment contre la balustrade en verre, se tenait Julien Vidal. Il avait l'air exaspérément à l'aise. Il portait une robe de chambre en soie bleu marine par-dessus une chemise blanche et un pantalon, tenant un tumbler en cristal d'un liquide ambré. Il me regardait, non pas avec peur, mais avec l'agacement doux que l'on pourrait montrer à un chien crotté qui serait entré dans la maison. Et il n'était pas seul. Des ombres du couloir derrière Julien, une femme s'est avancée. Elle était enveloppée dans une épaisse couverture en cachemire crème. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné et elle tenait une tasse de thé. C'était Sophie. Mais ce n'était pas la Sophie que je connaissais. La Sophie que je connaissais était pétillante, les yeux écarquillés, et me regardait comme si j'étais un dieu. Cette femme avait l'air fatiguée. Ses yeux étaient vifs, froids et entièrement dépourvus d'affection. « Toi », ai-je soufflé, le mot raclant ma gorge. « Tu es dans ma maison, portant les vêtements de ma femme. » Techniquement, a dit Sophie, sa voix sèche et dépourvue de la douceur qu'elle avait utilisée pendant 6 mois. C'est la couverture d'invité de Julien, et la maison appartient à la fiducie de liquidation d'actifs Dupont. Donc, vous êtes dans la maison de la fiducie. J'ai chargé les escaliers, j'ai monté 3 marches avant de m'arrêter, mes jambes devenant soudainement comme du plomb. J'ai agrippé la rampe, mes phalanges blanches. « Je vais vous tuer », ai-je murmuré, tremblant. « Je vais vous tuer tous les deux. »« Je ne vous le recommanderai pas », a dit Julien, prenant une lente gorgée de sa boisson. « L'alarme silencieuse s'est déclenchée au moment où vous avez brisé la vitre, Pierre. Le temps de réponse de la police de Neuilly est en moyenne de 4 minutes. Il vous reste environ 90 secondes. « Laissez-les venir !» ai-je crié, pointant un doigt taché de mon propre sang vers Julien. « Je leur dirai tout. Je leur dirai pour le coup monté. Le piège. Vous avez engagé une pute pour me séduire afin de voler ma compagnie. » Sophie n'a pas bronché à l'insulte.
Elle a juste pris une gorgée de son thé, me regardant par-dessus le bord de la tasse. Ce n'était pas un piège, Pierre. Un piège exige une coercition. Est-ce que je vous ai forcé à m'acheter cet appartement? Est-ce que je vous ai forcé à rater l'anniversaire de votre femme? Est-ce que je vous ai forcé à me dire que vous m'aimiez plus que vous ne l'aviez jamais aimé? Tu as menti? Ai-je crié. Tout était un mensonge? L'affection était un mensonge? Oui, a admis Sophie calmement. Mais les données étaient très réelles. Vous avez une sécurité opérationnelle bâclée, Artie. Vous avez laissé votre ordinateur portable ouvert. Vous avez utilisé le même code d'accès pour votre téléphone que pour votre porte de garage. Vous avez rendu les choses si faciles. C'était en fait ennuyeux. J'ai senti la pièce tourner. Ennuyeux. J'étais le génie dynamique. J'étais l'architecte de la skyline. Je ne pouvais pas être ennuyeux. Vous pensez que ça tient devant un tribunal? J'ai regardé Julien, désespéré d'obtenir un appui juridique. L'adultère n'annule pas un contrat de mariage dans ce département. Pas comme ça. Je vous poursuivrai pour conspiration. Julien a posé son verre sur la balustrade. Il m'a regardé avec une véritable pitié. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce que pas? A dit Julien doucement. Vous pensez que c'est une affaire d'adultère? Vous pensez que Marie a détruit votre vie parce que vous l'avez trompée? C'est une jalouse, une vindicative. Pierre, arrêtez, a ordonné Julien. L'autorité dans sa voix m'a fait taire. Marie ne vous a pas quitté parce que vous couchiez avec Sophie. Elle aurait pu vivre avec ça. Elle vous a quitté parce que vous étiez dangereux. J'ai froncé les sourcils. Dangereux? Je suis architecte, pas un gangster. Il y a 3 mois, a dit Julien, vous étiez au lit avec Sophie. Vous aviez consommé une bouteille de Calvados. Vous vous sentiez expansif, vantard. Sophie a fouillé dans la poche de sa robe de chambre empruntée et a sorti un petit enregistreur vocal numérique noir. Elle l'a brandi. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit à propos du projet de tour de la Défense? A demandé Sophie. Le sang de Pierre s'est glacé. Le projet de la Défense, la dérogation d'urbanisme, la restriction de hauteur qui avait menacé de tuer l'accord. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Appuie sur play, Sophie, a dit Julien. Sophie a appuyé sur le bouton. L'audio était clair. Ma voix a rempli le foyer caverneux et vide. C'était reconnaissable. Le traînement de l'alcool, l'arrogance, le timbre profond d'un homme essayant d'impressionner une femme plus jeune. Marc est un lâche, chérie. Il s'inquiète des règles. Je lui ai dit que les règles sont pour ceux qui n'ont pas les moyens de les enfreindre. J'ai rencontré le commissaire à l'urbanisme sur le parking du restaurant terrifiant de bas de gamme près de l'A1. Je lui ai remis un sac de sport avec 50 000 en billets mélangés. Bam! Dérogation approuvée le lendemain matin. C'est comme ça qu'on bâtit un héritage, Sophie. On ne demande pas la permission, on l'achète. Clic. Le silence qui a suivi était absolu. Je me suis effondré contre la rampe. J'ai glissé jusqu'à m'asseoir sur les escaliers, la tête dans les mains. La coupure déchiquetée sur mon bras a maculé de sang le contre-marche blanc immaculé. Vous m'avez enregistré, ai-je murmuré. Nous devions le faire, a dit Julien, descendant lentement les escaliers, s'arrêtant quelques marches au-dessus de moi. Marie a trouvé le retrait dans le grand livre de la société. 50 000 € marqués comme coût de matériel. Elle savait que vous n'achetiez pas de matériaux en espèces. Elle a soupçonné la corruption. Julien s'est penché, sa voix tombant dans un murmure. Savez-vous ce que font les autorités quand elles attrapent un associé d'une entreprise s'engageant dans la corruption et la fraude électronique, Pierre? Ils utilisent la loi RICO. Ils saisissent tout, pas seulement vos actifs, ses actifs, la maison, son héritage, sa pension, tout ce qui est entaché par votre argent sale. J'ai levé les yeux cerclés de rouge. Donc elle n'a pas initié le divorce pour vous punir, a dit Julien.
Elle l'a initié pour séparer ses actifs des vôtres avant que l'acte d'accusation ne tombe. Elle avait besoin de preuves qu'elle n'était pas complice. Elle avait besoin de preuves qu'elle vous enquêtait et non qu'elle vous aidait. Cet enregistrement, c'est son accord d'immunité. Il prouve qu'elle était la dénonciatrice. J'ai fixé le sol. L'ampleur de la trahison et la brillance de celle-ci m'ont écrasé. Elle ne m'avait pas seulement déjoué dans un divorce. Elle m'avait transformé en accusé criminel pour sauver son propre avenir financier. Où est-il? Ai-je croassé. L'enregistrement. L'original est chez le procureur, a dit Sophie. M'a envoyé par coursier sécurisé hier matin. La copie est dans le cloud et une autre copie est chez Marc. Marc? J'ai levé les yeux brusquement. Marc a accepté l'accord, Pierre, a dit Julien doucement. Il témoigne contre vous. En échange d'une immunité totale et de la conservation des actifs légitimes de la firme, il leur donne tout. Les doubles livres, les emails, les dates des pots de vin. Vous êtes seul. J'ai regardé autour de la maison vide. J'ai regardé les ombres où mon art avait l'habitude d'être accroché. J'ai regardé la femme pour qui j'avais tout risqué, qui me regardait comme un spécimen dans un bocal. J'ai regardé l'homme que j'avais détesté pendant 20 ans, qui était maintenant le maître de son domaine. J'étais un homme qui construisait des gratte-ciels, des structures conçues pour résister aux tremblements de terre et aux tempêtes. Mais j'avais construit ma propre vie sur une fondation de sable, et la marée était enfin montée. Soudain, la pièce a été baignée d'une lumière bleue et rouge oscillante. Les sirènes étaient fortes maintenant, perçant la lourde porte d'entrée. Des pneus ont crissé sur le gravier à l'extérieur. Des portières de voitures ont claqué. « Police! Nous avons le périmètre sécurisé !» a crié une voix de l'extérieur. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas couru. Il n'y avait nulle part où courir. Le compte des Caïmans que Marie avait mentionné, je ne pouvais pas y accéder. Mon passeport avait disparu. Ma réputation était morte. J'ai levé les yeux vers Julien une dernière fois. Est-ce qu'elle... Ma voix s'est brisée. J'ai éclairci ma gorge, essayant de rassembler un dernier brin de dignité. Est-ce qu'elle me déteste? Julien a réfléchi à la question. Il a regardé le verre brisé sur le sol, la boue sur le tapis, la ruine d'un homme sur les escaliers. « Je pense, a dit Julien, qu'elle ne ressent rien du tout. Vous avez cessé d'être son mari il y a longtemps, Pierre. Vous êtes devenu un passif. Et Marie est une auditrice. Elle radie les passifs. Police! La porte d'entrée a été entièrement défoncée. 3 officiers ont envahi le foyer. Armes sorties, lampe de poche aveuglante. Mains, que je vois vos mains! Pierre Dupont s'est lentement levé. Il a lissé les revers de son costume mouillé et ruiné. Il a regardé les officiers, puis l'espace vide sur le mur où son portrait avait l'habitude d'être accroché. Il a levé les mains en l'air, alors que les officiers se précipitèrent sur lui, le forçant contre le mur pour le menotter. J'ai vu Sophie se détourner et retourner dans les ombres du couloir. Julien a pris une gorgée de son scotch, observant l'arrestation avec l'intérêt impassible d'un homme qui regarde le journal télévisé. L'acier froid des menottes a cliqué autour de mes poignets. C'était le seul bijou que je porterais pendant très longtemps. Et aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Une leçon brutale, certes, mais une leçon. D'autres fois, je me dis que j'ai fait une erreur, pas celle de l'adultère, non, mais celle de ne pas avoir été plus prudent, plus impitoyable moi-même. Probablement les deux, en fait. La vie est rarement simple, n'est-ce pas? Rien n'est parfait, rien n'est clairement bon ou mauvais. Mais au moins, c'est mon histoire, ma chute, et qu'elle est loin d'être terminée, peu importe ce qui